Madame Sophie Penn, vous êtes professeure à l'Université de Paris 5, ici, Descartes. Merci de me recevoir ici. Et vous avez participé au rapport Jules Ferry 3.0 qui vient d'être publié par le Centre national du numérique. Pourquoi Jules Ferry? Alors, Jules Ferry, en France, ça reste une figure de référence quand on parle de l'école pour tous. Même si son rôle politique a été controversé et est souvent maintenant interprété plutôt comme un rôle de domination sur le peuple que d'émancipation. Mais néanmoins, nous avons repris ce personnage symbolique pour dire que dans la suite de la loi de refondation voulue par Vincent Peillon et votée en 2013, nous étions à un moment crucial pour l'école, que l'école française, démocratique et égalitaire traversait une crise grave, qu'elle connaissait l'échec pour une partie importante de ses élèves, qu'elle était devenue profondément inégalitaire et qu'elle amplifiait les inégalités sociales plus qu'elle ne les réduisait. Donc Jules Ferry 3.0, c'est dire aujourd'hui que est-ce que le numérique va être capable d'attaquer la question de l'inégalité scolaire et de l'échec? Voilà. Quel est le rôle du CNN, du Comité national numérique? Alors, le Conseil national du numérique est une instance indépendante. Elle est nommée par le président de la République, mais elle peut s'auto-saisir de sujets. Elle peut aussi répondre à ce qu'on appelle des saisines des différents ministères. Elle travaille à éclairer le gouvernement sur des sujets numériques pour lesquels la culture des décideurs ou la complexité des sujets aujourd'hui exige une étude approfondie, un peu différente de celle que peut mener une administration. Le sous-titre de ce rapport Jules Ferry 3.0 est le suivant, je cite, « Bâtir une école créative et juste dans un monde numérique ». Il semble qu'il y a un vrai besoin pour ce rapport. Comment et avec quels travaux ce rapport a-t-il été préparé? Alors nous nous sommes appuyés avant tout sur les communautés des professeurs. Nous avons au Conseil national du numérique une pratique que nous appelons les vendredis contributifs. Nous croyons beaucoup dans la participation pour dégager un avis commun nuancé et qui représente toutes les parties prenantes. Donc nous avons reçu lors de ces vendredis plus d'une centaine d'acteurs de l'éducation, parmi lesquels beaucoup de professeurs des écoles, de professeurs de collège, des chercheurs, des start-upers, des pure players de l'éducation, des éditeurs, et puis aussi bien sûr des décideurs, des gens qui administrent, qui arbitrent. Voilà. Et nous avons mis au jour, en étant conseillé par toutes ces personnes, mis au jour un peu la situation du numérique dans l'éducation et la situation aussi du numérique aux portes de l'éducation. Nous n'avons pas voulu faire un travail pédagogique. Nous avons voulu que le problème de la transition numérique de l'école soit éclairé par tous les acteurs, y compris à l'extérieur de l'école et y compris les industries éducatives. Le rapport s'adresse à qui ? Le rapport s'adresse en premier lieu peut-être aux professeurs, au sens où il traduit pour eux ce qui est en train de se passer et ce qu'eux-mêmes sont en train de vivre et ce à quoi ils participent. Nous avons pris le parti de mettre en avant les professeurs en disant que notre école en France était une chance, qu'elle était gratuite, qu'elle était accessible et qu'elle était portée par une communauté éducative engagée, créative, qui avait encore une vocation très très forte. Et que, au-delà même de la pédagogie numérique, nous voulions pour les professeurs éclairer ce qui se jouait sur la scène de l'économie numérique à l'extérieur de l'école aussi. Vous dites qu'il s'adresse surtout à des professeurs, mais vous souhaitez aussi infléchir un peu la politique, c'est-à-dire inciter les hommes politiques à des réformes, n'est-ce pas?
Oui, nous avons les politiques, bien sûr. Nous voulions rapporter une vue un peu différente parce que souvent en France, le numérique éducatif a été fondé sur des assignations, sur des injonctions. Il est temps de passer au numérique, l'introduction du numérique, et toutes ces choses-là qui étaient très culpabilisantes pour les professeurs. Et qu'est-ce qu'on faisait pour les aider? On leur envoyait par la poste du matériel, en quelque sorte. 30 ordinateurs, 200 ordinateurs, sans prévoir la maintenance. Donc nous avons voulu montrer que, au-delà de la transformation pédagogique avec des supports numériques ou des manuels numériques, c'était toute une nouvelle culture qui faisait passer de l'enseignement à l'apprendre, et que c'était ça que les professeurs étaient en train de vivre. Vous partez d'un bilan de l'emploi du numérique aux écoles. Le rapport constate que l'école n'est pas le lieu de tout le conservatisme, je cite encore, et pourtant, vous avez trouvé bien des lacunes. J'espère qu'on s'est gardé d'un jugement de valeur, mais on a eu l'impression qu'il y avait des profs qui, contre vents et marées, inventaient des façons avec le numérique, mais le numérique pris comme un objet social, comme un objet de lien, comme un objet de création par les élèves, de communication, inventait des tas de choses pour que les élèves retrouvent le plaisir d'apprendre et redécouvrent ce qu'on appelle aujourd'hui l'apprendre à apprendre. Et puis on a eu l'impression que par ailleurs, il y avait quand même en France une hiérarchie très verticale, très top-down, avec des tas de gens qui expliquaient aux professeurs ce qu'il fallait faire, et que du coup, souvent, les professeurs étaient dans des situations de double contrainte. Que, à la fois, ils avaient une énergie créative, et puis qu'en même temps, on leur mettait des matériels, des tableaux interactifs qui ne marchaient pas très bien, qu'en même temps, on les laissait dans une classe très verticale, où ils avaient une position de conférencier, et que c'était très difficile pour les professeurs. Vous avez trouvé un bon nombre de projets ou d'enseignements qui savent bien se servir de numérique. On lit les mots comme Twitterature ou Twitphilo dans votre rapport. Ce sont des exceptions ou c'est déjà un peu courant dans les lycées, dans les collèges en France? On me dit qu'il y a à peu près 500 tweet classes en France. C'est-à-dire, c'est pas beaucoup, mais c'est pas rien. C'est-à-dire des enseignants qui organisent une partie de leur communication pédagogique vers l'extérieur et qui mettent en valeur l'activité des enfants par des tweet classes ou des tweet MOOC, enfin du travail collectif comme ça, soit entre professeurs, soit avec des élèves. C'est quand même très significatif, quoi. J'aimerais bien écrire un article sur le blog avec le tweet wall d'une de ces classes pour montrer comment cela fonctionne. Je vous enverrai Oui. Or, vous constatez un contraste, je cite, entre l'investissement passionné des Français et la réussite modérée du système. Oui, on a des professeurs talentueux, cultivés, bien formés, eux-mêmes complètement dans la culture d'aujourd'hui. Et puis, les chiffres sont tragiques. 190 000 élèves par an qui sortent du système scolaire sans diplôme et sans rien, qui deviennent des gens qu'aucun système ne permet de repérer, ni diplôme, ni travail, ni droits sociaux, etc., parce qu'ils sont inscrits nulle part. 30% des élèves qui, en sortant de l'école primaire, sont déjà en difficulté sur les apprentissages fondamentaux, etc., etc. Et puis la masse énorme des élèves qui s'ennuient. Et tout le monde fait comme si tout allait bien. Non. Dans une des questions préalables, vous mentionnez un problème clé de l'école en France, je cite encore, « Et si le numérique ne constitue pas la réponse à tous les maux, comment peut-il contribuer à réduire les inégalités scolaires ?» En disant cette phrase, le numérique ne résout pas tous les maux. Nous avons quand même voulu montrer que nous avions accès à l'ambiguïté et que nous savons bien sûr que ce n'est pas le tout ordinateur qui va sauver l'école. Et puis nous savons aussi qu'il y a des difficultés qui naissent avec le numérique, pas seulement dans la classe mais à l'extérieur, des problèmes de liberté publique, des problèmes aussi de décence, d'éducation à la fiabilité de l'information. Nous ne nions pas le fait que beaucoup
beaucoup d'usages du numérique renforcent la consommation passive et sont le contraire de l'éducation citoyenne, créative et responsable que nous cherchons. Mais nous avons voulu dire que le numérique, c'est la culture de nos adolescents, c'est la culture de nos enfants, et que si nous ne le voyons pas, eux le vivent. L'information, ils la cherchent sur le web. Le web est devenu un concurrent discret du professeur. Et si le professeur ne comprend pas ces pratiques, c'est le professeur qui reste en dehors de l'école, de l'immense école que représente le web, de l'école non structurée, mais légitime aux yeux des enfants. La réduction des inégalités est un projet de très longue haleine. Votre projet pose encore une autre question. Peut-il améliorer la qualité des cours et des apprentissages tout en rendant la vie scolaire plus agréable? Quelle est votre opinion personnelle? Mon opinion vraiment personnelle, c'est le sentiment qui peut sembler choquant pour certaines personnes, que l'école française est quand même très confinée et que l'unité de la classe n'est pas la bonne unité. C'est-à-dire, on a l'impression que malgré le numérique, malgré cette société en réseau, malgré ces écoles connectées, malgré tout ça, à 10 heures, ça sonne, on entre dans la classe, on ferme les portes, on ferme tout, il ne faut plus faire de bruit et on range les machines. Et on fait comme si on était hors du temps. Voilà. Je crois quand même que ça reste quand même un peu comme ça. Comme magistraux presque. Presque, en tout cas, je crois que beaucoup de choses changent parce que les professeurs sont pas idiots. Il faut garder la possibilité physique de pouvoir s'adresser. Donc je pense pas que les professeurs soient vraiment des conférenciers magistraux, mais c'est toujours eux qui vraiment mènent la danse. Et toi, et toi. Des questions, des réponses. Voilà. Et des questions qui sont pas des vraies questions ouvertes sur la pensée de l'élève, qui sont un système dynamique d'animation de la classe. C'est bien, mais c'est pas ça, faire venir l'intelligence engagée des élèves. Pourquoi doit-on augmenter la dose numérique à l'école et surtout dans la formation des professeurs? Comment est-ce qu'on pourrait le faire? Alors, pour moi, pourquoi il faut le faire? C'est parce que le numérique, c'est d'abord une expérience. C'est d'abord une expérience technique, créative, sociale, qui rend joyeux quand elle est faite, comme on est nombreux à l'expérimenter. Comment il faut le faire? Moi, je suis très méfiante sur l'idée de former les professeurs, comme on dit. D'abord parce que qui va les former? Les inspecteurs généraux, les inspecteurs pédagogiques régionaux, d'autres professeurs. Je pense que c'est les professeurs qui devraient dire ce dont ils ont besoin et qu'on devrait partir de l'analyse réelle des pratiques et de se mettre dans une position avec eux de designer ou de co-designer de la pratique d'aujourd'hui et de la pratique de demain. Donc formation, moi je me méfie. J'ai l'impression qu'on fait asseoir les professeurs à l'école comme des élèves et qu'on va leur expliquer gentiment, leur prendre la main, et ça je n'y crois pas. Donc moi je pense que c'est plutôt changer les situations qui vont faire que les professeurs vont avoir envie d'eux, et ça va se faire quand la société scolaire va s'ouvrir à des créateurs numériques, à des pôles de compétitivité, à des associations qui s'occupent de Fab Lab, à tous les parents aussi créatifs, contributifs, qui ont des formations informatiques, numériques et qui ont envie de participer à cette transition. Je ne peux pas vous demander sur toutes les conclusions et tous les aspects du rapport, mais ce que je voudrais surtout faire avec cette interview, de partager avec nos lecteurs du blog la passion que vous avez eue pour le numérique et qu'on ressent très bien. Quels sont les sujets et domaines majeurs du rapport? Alors, en France, c'est très 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 important qu'on fasse le saut de l'enseignement de l'informatique qui reste tabou, qui reste controversé, alors qu'on sait que notre économie manque cruellement de développeurs de tous les niveaux, en quelque sorte. Il n'y a pas de la place que pour les grands ingénieurs filtrés par une succession de sélection par les mathématiques. On voudrait des cultures plus larges, on voudrait que les littéraires, les artistes, les gens qui aiment le cinéma, qui aiment l'allemand, soient en contact aussi avec la programmation, avec ce que c'est communiquer avec des machines, avec la pensée algorithmique, avec la fabrication d'objets. Et ça, on pense que c'est incroyable que la France persiste à demeurer en dehors de ça et que ce soit un sujet compliqué à ce point. On sait en plus qu'il y a un tissu associatif français extraordinaire qui s'occupe de l'éducation populaire, de l'éducation créative par le numérique, et on voudrait qu'on leur ouvre les portes des collèges, des lycées et des écoles primaires. Et ça nous tient très à cœur. Voilà, le changement de culture de la place de l'informatique.
politique. On voudrait aussi que toutes les disciplines, ça c'est le sujet peut-être le plus important, parce qu'il ferait entrer dans les écoles des gens qui ne sont pas de la culture éducative un peu fermée qui caractérise la France. Et puis aussi, bien sûr, que toutes les disciplines changent et que, de ce fait, la vie scolaire s'ouvre, se développe et que la confiance dans les élèves passe sur le devant et pas la méfiance et pas l'évaluation et pas c'est toujours l'élève qui a tort, qui n'a pas assez travaillé, qui ne s'intéresse pas assez, qui n'est pas assez intelligent. Aussi, le président de la République a récemment présenté un grand plan numérique pour l'école et lors de l'ouverture du collège que j'ai montré aussi sur le blog, les médias se sont un peu moqués de tout cela parce qu'ils disaient que c'est encore un autre plan, mais ce discours de M. Hollande a bien prouvé qu'il a bien compris cette nécessité que vous dessinez, n'est-ce pas ? Ben oui, et ce qu'on sait très bien, c'est que s'il n'y a pas une volonté du président de la République, rien ne se fera. Parce que nos administrations sont tellement compliquées qu'elles arrivent à étouffer toutes les volontés et qu'on a l'impression que tout est fait pour que personne ne puisse travailler avec personne ni décider de rien. Et tout le monde voudrait bien, mais quand même, ce n'est pas possible. Donc pour nous, l'engagement du président de la République vers la jeunesse et vers la compréhension qu'il y a un futur du pays qui se construit à l'école, c'est pour nous extrêmement important. Après, en France, on réforme par des plans, mais je pense que même si ça fait sourire les médias, pour tous les professeurs qui travaillent au jour le jour dans les écoles, c'est très très extraordinaire et précieux que le président se penche sur la situation et dise qu'il veut donner aux administrations, aux collectivités territoriales, aux chefs d'établissement, une impulsion très forte qui est l'autorisation d'être créatif. Oui. Après 200 articles sur le blog et sur le Web 2.0, j'avais découvert votre rapport avec un grand plaisir. Mais il y a aussi des titres qui sont très intéressants. La littératie à l'âge numérique, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est la traduction que nous avons donnée au dialecte européen, Digital Literacy. Et nous avons voulu éviter l'expression culture numérique que nous trouvons un peu diffuse et un peu source de toutes sortes d'ambiguïtés. En posant l'idée d'une littératie numérique à l'âge numérique, nous avons voulu dire que la littératie, c'est-à-dire la capacité à se piloter dans toutes les situations sociales de communication, qu'il s'agisse des études, du travail, de la vie sociale, de la vie associative, de la vie politique, toutes ces aptitudes à communiquer, à penser, mais aussi à créer, à s'engager. Aujourd'hui, elle ne pouvait pas se construire dans la citoyenneté sans avoir une très forte composante numérique, c'est-à-dire sans comprendre que toute la société a basculé dans la transition numérique. Et nous avons voulu dire qu'il y avait d'une part la formation à l'informatique qui était capitale, de l'autre côté que toutes les disciplines se transformaient parce qu'elles sont toutes dans l'âge numérique, et qu'au milieu de tout ça, ce qui allait faire tout réussir, c'est que la notion de littératie de l'âge numérique soit au cœur des débats, parce que c'est elle qui englobe le tout et qui fait le lien entre les cultures et le nouvel environnement social et technique de l'innovation pour nos pays. Vous rendez vos conclusions dans le rapport avec 40 conclusions. Pourriez-vous en citer quelques-unes qui vous intéressent le plus ? Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'idée de créer un bac humanité numérique, qui serait vraiment une nouvelle filière, pas du tout destinée à enfermer le numérique dans une filière, mais au contraire à irriguer le tout, à faire que les lycées, en partenariat avec des start-up, avec des administrations, des collectivités territoriales, inventent localement la filière qui, en relation avec les compétences du territoire, allait pouvoir faire que des jeunes puissent venir vivre l'aventure de l'Internet, l'aventure de la création numérique au lycée. Et que cette mesure-là, cette proposition-là, elle traduit tout ce que nous disons sur l'enseignement de l'informatique, sur la littératie à l'âge numérique, et aussi sur le nouveau rôle des professeurs et la nouvelle pédagogie du projet et de l'apprentissage qui repose sur l'apprendre à apprendre d'élèves reconnus comme des créateurs, comme des éditeurs de contenu. Que les élèves apprennent aussi à publier des contenus sur Internet et de les soigner, de les authentifier, etc. Nous pensons que ça crée un rapport à soi-même et à son propre pouvoir de changer le monde tout à fait neuf et tout à fait positif et que ça manque beaucoup aux élèves français. Une dernière question, encore si vous le permettez. Croyez-vous qu'il y a une chance que le rapport du CNN sera écouté par les autorités politiques ?
Il a été reçu, il est écouté. À ce jour, nous ne l'avons pas encore remis officiellement à Madame la ministre de l'Éducation nationale, ni à Madame la secrétaire d'État à l'économie numérique, donc Najat Vallaud-Belkacem d'une part et Axel Lemaire d'autre part, pardon. Mais nous avons dialogué déjà avec différents conseillers de très haut niveau à l'Élysée, dans les cabinets, et il ne s'agit pas de faire la dictée à ces gens qui possèdent des éléments que nous n'avons pas, mais d'entrer dans la concertation avec eux, et tout le monde a la plus grande bonne volonté possible pour que tout cela réussisse et transforme réellement le quotidien des familles, des élèves et des professeurs. Merci bien. Merci.